Est-ce qu'on peut dire qu'au commencement étaient les mathématiques lorsqu'on parle de notre musique, hein? Je crois qu'il faut d'abord peut-être préciser ça. Vous rentrez tout de suite dans le vif du sujet, c'est vrai qu'il faut être très prudent avec ça. Je pense qu'au commencement, il y avait la musique, il y avait peut-être même la musique avant le langage. C'est un grand débat, on n'en saura jamais rien, mais ce n'est pas du tout impossible. Par contre, très tôt, dès l'Antiquité, en fait à l'époque de Pythagore, on s'est posé des questions sur la manière d'harmoniser, de faire jouer ensemble plusieurs instruments et de savoir quels étaient les sons qui étaient agréables quand on les jouait ensemble et qui étaient discordants quand on les jouait ensemble. Et Pythagore a essayé de mettre de l'ordre là-dessus. Alors bon, j'en parle de manière un peu métaphorique, hein, je n'étais pas présent, on n'a pas de trace exacte du cheminement qu'il a suivi. Mais enfin, il a fait beaucoup d'essais. C'est clair que Pythagore a fait beaucoup d'expériences sur des cordes tendues avec des poids différents ou des cordes de longueur différentes. Il s'est rendu compte d'une chose très simple, c'est que si on prend des cordes identiques, mais de longueur identiques à tous les aspects, sauf pour leur longueur, eh bien des cordes dont les longueurs sont dans des rapports simples, 3/2, 4/3, 5/4, produisent des sons qui sont agréables quand on les joue simultanément. Et à partir de cette observation, qui correspondait par ailleurs à la philosophie des pythagoriciens... Oui, parce que je disais que ça allait au-delà chez Pythagore. Hein. Le monde était organisé dans ces rapports-là. Hein. On a parlé à propos de la philosophie de Pythagore d'une arithmosophie. Le nombre est la réalité, est l'idéal. Et la réalité ne peut jamais que se rapprocher de la perfection des nombres. Et donc, il a construit à partir de ces observations une construction musicale de la gamme qui est encore pratiquement celle qu'on utilise aujourd'hui. Donc, j'en reviens à ma question, on peut dire que notre musique est construite sur une base mathématique. Tout à fait. Notre gamme musicale est construite même sur une gamme mathématique extrêmement simple, puisqu'elle est basée sur les chiffres 2 et 3. Oui, ce qui n'est pas sans poser problème, nous y reviendrons. Hein. Oui, ça pose un certain nombre de problèmes. Donc en fait, la gamme, elle est construite sur... quand on écoute deux sons dont les fréquences sont dans un rapport 2, 1, 2, 100, 200, 440, 880. On dit que ces deux sons sonnent à l'octave. Il y a un intervalle entre eux qui est un intervalle extrêmement simple. Deux sons joués à l'octave s'harmonisent très très bien, mais c'est une harmonie relativement pauvre. En fait, l'un est pratiquement une copie de l'autre. Quand sur un piano, vous jouez tous les dos l'un derrière l'autre, vous voyez bien qu'il y a une familiarité énorme entre les deux. On parle d'équissonance. Le nombre 3, lui, plutôt 3/2, puisqu'on fait déjà des rapports de nombres. Lui, c'est la quinte, c'est le rapport entre Do et Sol. Et au fond, notre gamme, elle est complètement construite là-dessus. Est-ce qu'on en vient tout de suite au problème que ça pose? Alors, donc, la manière dont Pythagore construit sa gamme, et c'est ce qui est présenté en détail au début du livre, c'est simplement en prenant différentes puissances de 3 pour les fréquences, 1, 3, 9, 27, 81, ce qui très vite aboutit à des fréquences très très grandes, et il divise ensuite ces fréquences par des puissances de 2 pour les ramener à l'intérieur d'une octave. Et très naturellement, quand on fait ça, eh bien, on se rend compte que la première division régulière qui apparaît est une division qui est un escalier entre une note et la note à l'octave, avec 2 grandes marches suivies d'une petite marche, 3 grandes marches suivies d'une petite marche. Et ceux qui connaissent le solfège voient déjà apparaître la gamme ton, ton, demi-ton, 3 tons, demi-ton. Et au fond, cette structure-là, elle provient directement de la construction de Pythagore. Oui, mais... Vous parlez de problème, la difficulté, effectivement, est dans les transpositions. Alors, on rentre vite dans la théorie musicale, mais quand on monte successivement par quinte, à partir de Do, eh bien, à un moment donné, on produit naturellement, au bout de 12 quintes, on produit un si dièse. Et un si dièse dans la construction de Pythagore n'est pas égal à un Do. Il est légèrement plus aigu que le Do, ce qui pose problème. Donc quand on fait des transpositions, on crée naturellement à chaque transposition des degrés, des notes,
qui n'appartenaient pas à la gamme de départ. Et ça, c'est une difficulté énorme dont on prend pleinement conscience au XVe siècle. Et pendant 2 siècles, ça va être une véritable bouteille à encre. Il y aura des traités entiers qui seront écrits sur ce sujet-là, énormément de gammes différentes qui seront proposées, les tempéraments mésotoniques qu'on trouve encore dans les orgues aujourd'hui, la gamme de Zarlino qui est une gamme purement harmonique, etc. Jusqu'à ce que finalement au XVIIIe siècle une solution radicale soit proposée qui est la gamme que tout le monde utilise aujourd'hui, en tout cas sur les pianos et sur la plupart des instruments et sur la musique polyphonique. C'est la gamme bien tempérée. Oui, c'est notre clavier bien tempéré. Où on a, donc la gamme bien tempérée est une gamme où on a dit tous les demi-tons sont égaux, un ton c'est 2 demi-tons, et on a une structure qui permet toutes les transpositions. Et vous parlez du clavier bien tempéré, qui est cette magnifique œuvre de Bach constituée de 24 préludes et fugues écrits dans tous les tons et qui démontre la puissance de la gamme bien tempérée en montrant que toutes les transpositions, toutes les harmonies sont possibles. Oui, la transposition, c'est quand on ne démarre pas sur la même note. Hein, voilà, c'est ça. C'est monter, c'est prendre une mélodie ou un morceau de musique et le monter d'un ton, 2 tons, 3 tons, l'intervalle qu'on souhaite pour l'amener plus haut ou plus bas. Et notre oreille s'y est habituée. Notre oreille s'est habituée à ça, c'est-à-dire que pour notre oreille aussi, les rapports simples, on en revient à la gamme de Pythagore, les rapports simples, 3 demi, 4 tiers, 5 quarts, sont des intervalles qui nous paraissent très très naturels. Et donc notre oreille les recherche quelque part au sein de la mélodie, au sein du morceau de musique. Donc ça aurait pu être autre chose, après tout, notre musique. Alors, manifestement oui, parce que si on regarde autour de nous, en Inde par exemple, on a une structure musicale qui est très très différente, avec une décomposition de la gamme qui est différente, qui d'ailleurs nous surprend. Hein. Typiquement, quand on entend un morceau de sitar, on sent bien qu'il y a des intervalles beaucoup plus petits qui interviennent, des modulations sur des tout petits intervalles de quart de ton, etc. Par contre, aujourd'hui, notre gamme, il y a une sorte d'impérialisme musical occidental, et c'est la gamme qui est la plus utilisée dans le monde entier pour les musiques aussi bien savantes que populaires. Oui, enfin je pense en particulier à quelqu'un qu'on entend pas mal ces temps-ci, qui s'appelle Ibrahim Mahalouf, qui est un trompettiste et qui joue d'un instrument, si je me trompe, que son père a inventé, avec une trompette avec un 4e piston qui permet de faire des quarts de ton. C'est possible, je ne le connais pas, on peut le faire, quand on joue plus simplement de la guitare et qu'on fait glisser la corde pour la tendre légèrement, évidemment on joue sur l'amplitude des fréquences, donc on a toujours... La théorie que je vous ai présentée fournit un cadre et l'artiste est libre d'utiliser ce cadre ou de transgresser certaines règles. Les règles sont toujours là, mais la transgression est là pour révéler aussi le cadre. Mais toute la musique contemporaine, je dirais à certains égards, est la transgression de l'un ou l'autre, de l'une ou l'autre des règles sur lesquelles on a fonctionné. Parce que ces règles se multiplient, bien entendu. On a les degrés, mais on a la combinaison de ces degrés, les accords, l'harmonie, etc. Enfin, le contrepoint, enfin, oui, bien entendu. Tout ça, devient très complexe. Mais c'est vrai qu'on peut avoir des analogies en peinture, en poésie, mais il y a toujours un certain nombre de règles et on joue avec ces règles en les appliquant à la lettre, en s'en éloignant, en les transgressant. Mais même quand on transgresse une règle, quelque part elle reste présente, même si c'est en négatif. Oui, ou bien ce sont presque des jeux intellectuels aussi, quelquefois. Hein. On se donne un problème d'une certaine manière et on cherche à le résoudre. Vous avez par exemple le cas de la musique dodécaphonique au début du siècle, qui est une construction assez mathématique, effectivement, où on donne où on place les 12 demi-tons, les 12 degrés sur le même plan, mais après on les organise en séquences et on joue sur des permutations de ces séquences. Donc c'est aussi un jeu mathématique. Mais on parlait de musique. Pour ne pas paraphraser quelqu'un de célèbre, la musique c'est aussi un bruit, même s'il coûte cher, comme nos souverains, mais c'est un son. Et c'est d'une certaine manière surtout en cela qu'elle vous intéresse. En tout cas, au travers de cet ouvrage.
Oui, dans le livre, effectivement, il y a deux parties. Il y a une partie où je présente finalement les règles du solfège que tout enfant qui a appris le solfège connaît par cœur. J'explique quelle en est l'origine. Mais après, je m'intéresse aussi au son musical. Qu'est-ce que c'est qu'un son musical? Pourquoi, par exemple, deux instruments, un piano et un violon qui jouent exactement la même note, ne produisent pas du tout le même son? Et donc, il y a une partie qui est la présentation du son musical, et où je montre que le son musical est essentiellement caractérisé par le fait que, à la note même qui est jouée, vient se superposer les harmoniques de cette note qui sont le même son joué à une fréquence double, triple, quadruple, quintuple, etc. C'est le phénomène harmonique. Mais qu'en plus, ce qui est essentiel, c'est que le son musical a une certaine amplitude temporelle, n'existe que pendant un court intervalle de temps et va varier de hauteur, d'amplitude au cours de cet intervalle. C'est ce qu'on appelle l'enveloppe sonore. Et si vous combinez ce qu'on appelle le contenu harmonique et l'enveloppe sonore, vous avez un premier modèle de la note de musique. Mais ce qui est merveilleux, c'est que même avec ça, on n'est encore qu'au tout début du mystère, et qu'après, savoir pourquoi un Guarnerius ou un Stradivarius ne sonne pas de la même manière, c'est encore un mystère, et heureusement, c'est très bien que ça le reste. Mais qu'est-ce que c'est un son, finalement? C'est une vibration de l'air. Le son, c'est une fluctuation de la pression atmosphérique autour de sa valeur moyenne. Et c'est une fluctuation qui est très rapide. Il faut que la fluctuation ait lieu entre 20 et 20 000 fois par seconde pour que notre oreille soit capable de la percevoir comme un son. Et c'est une fluctuation qui est extrêmement faible. C'est-à-dire que la pression atmosphérique, c'est de l'ordre, c'est 100 000 pascal. Pascal, c'est l'unité de pression. Et nous sommes sensibles à des fluctuations de pression qui vont de 1/100 millième de pascal jusqu'à quelques dizaines, centaines, voire éventuellement milliers de pascal. Donc on va d'un 10 milliardième d'atmosphère jusqu'à peut-être un millième d'atmosphère. Donc notre oreille est un instrument extraordinairement sensible qui s'est développé d'ailleurs au fil de l'évolution, tout simplement parce que c'est un avantage compétitif énorme. Ça permet d'entendre les prédateurs, ça permet de repérer une proie qu'on va aller chasser, ça permet d'identifier une source. Donc on a une oreille excessivement sensible, même si certains animaux font bien mieux que nous. Et c'est aussi, si je puis m'exprimer comme ça, un outil qui malheureusement se dégrade un peu avec le temps. Oui, donc il y a un tout petit chapitre, c'est pas mon domaine de spécialité, mais il y a un tout petit chapitre à la fin du livre qui présente aussi la physiologie de l'oreille et qui explique effectivement qu'au fil du temps, certaines parties de l'oreille se détériorent, et ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours une perte d'audition qui est sélective, c'est-à-dire on ne perd pas sur toutes les fréquences, on perd dans telle ou telle gamme de fréquences, parce qu'en fait, l'oreille est organisée de manière tonotopique. C'est-à-dire qu'à un lieu déterminé correspond une fréquence déterminée. Et donc, quand l'organe de l'audition, qu'on appelle l'organe de Corti, est abîmé en un site déterminé, c'est une fréquence donnée qu'on perçoit moins bien qu'avant. Oui, on fait du Dolby sans le savoir, d'une certaine manière. Vous avez évoqué tout à l'heure la question de la modélisation de ça. Bon, on peut modéliser ça d'une façon très simple. Il y a une espèce de son pur qui est une sinusoïde, grosso modo. Tout à fait. Mais alors, là où les choses se compliquent, c'est quand on vient greffer d'autres choses là-dessus, parce que des fréquences... il faudrait peut-être d'ailleurs faire la différence entre le signal sonore et le spectre sonore, qui sont deux manières, au fond, de distinguer les sons. Le signal sonore, c'est simplement un enregistrement de cette variation de la pression au fil du temps. Ça se fait avec un microphone, vous pouvez le visualiser sur votre PC ou autre chose, et vous voyez vraiment la pression qui monte et qui descend au fil du temps. Et ça, c'est la représentation évidente, je dirais très parlante, et qu'on peut utiliser directement pour la reproduction et l'enregistrement du son. Mais l'ingénieur ou l'acousticien aime bien une représentation alternative qu'on appelle le spectre.
Alors si ça porte ce nom de spectre, c'est peut-être parce que le spectre est là un peu comme un fantôme, on ne le voit pas mais on sait qu'il est là. Et c'est une représentation du contenu fréquentiel du son, c'est-à-dire de quelle est la fréquence dominante du son, ce qu'on appelle son fondamental, quels sont les harmoniques qui sont présents, quels sont ceux qui le sont peu ou ça, c'est le spectre d'un signal très, très continu, très répétitif. Et puis on se rend compte que dès que le signal est limité dans le temps, une simple note de musique, eh bien, vous avez énormément d'autres fréquences qui apparaissent, chaque fois dans des proportions différentes. Et que c'est toute cette subtilité, ce graphique finalement, ou cette courbe qui donne l'amplitude du son à une fréquence déterminée, c'est ça qu'on appelle son spectre. Et c'est ça qui est le plus parlant pour l'ingénieur. C'est plus qualitatif, je dirais, que le signal sonore. On se rend beaucoup mieux compte en voyant un spectre du contenu réel du son. Ça permet une compréhension beaucoup plus intime de ce qu'est le son. Mais ça, ça ne fait quand même pas entendre le son. Non, ce sont deux représentations alternatives. Le signal est ce qui est le plus proche de la physique. Le spectre est quelque chose de beaucoup plus mathématique, mais qui du coup fournit énormément d'informations cachées. On rentre un peu dans les coulisses du son. Non, oui, on retrouve le spectre là, oui, effectivement. Bon, on voit déjà toute la complexité de ce que peut être une note de musique. Mais alors, on s'imagine bien que c'est encore beaucoup plus compliqué si on joue cette note, par exemple, sur divers instruments musicaux. Parce que là, je dirais que qualitativement, on atteint encore un autre seuil. Oui, tout à fait. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Vous avez non seulement une différence en termes de l'ampleur des harmoniques qui sont excitées, qui apparaissent dans le son, et puis aussi l'enveloppe sonore, c'est-à-dire la modulation du son dans le temps, diffère d'un instrument à l'autre. Et là, c'est intéressant parce qu'il penchait sur la physique des instruments de musique, et le livre ne peut pas rentrer dans tous les détails de ce qu'on sait aujourd'hui sur la physique des instruments de musique, mais présente le phénomène essentiel qui est le phénomène de résonance, qui s'apparente à celui d'un enfant qui oscille sur une balançoire, mais c'est une oscillation de l'air contenu à l'intérieur d'un tube pour les instruments à vent ou d'une corde pour les instruments à cordes. Oui, mais enfin, dit comme ça paraît simple. Mais quand il s'agit d'y aller voir de plus près, ça devient, me semble-t-il, extrêmement complexe. Tout à fait, parce que vous avez, par exemple, même pour les instruments à vent où les choses peuvent apparaître de façon assez simple, vous avez une onde sonore qui est émise à la bouche de l'instrument par l'interprète, et puis qui va se déplacer à l'intérieur du tube que constitue l'instrument jusqu'à l'extrémité, être réfléchi, revenir un certain nombre de fois. Mais on constate que le son va dépendre de la forme de la perce, par exemple. On a des perces, donc la forme du trou à l'intérieur du tube, des perces qui sont coniques, qui sont cylindriques, qui sont de forme beaucoup plus complexe, et puis que le mode d'excitation est infiniment variable. Entre, par exemple, une trompette où c'est la vibration des lèvres du musicien qui induit le son, entre une flûte à bec, où c'est le souffle de l'instrumentiste qui vient se séparer sur un biseau et créer des tourbillons alternés au-dessus et en dessous du bec, ou bien une clarinette qui est constituée d'un système à hanches, avec une hanche qui va vibrer en roseau, qui va vibrer et battre et induire le son, ou un hautbois qui a deux hanches, eh bien vous savez qu'on a une infinité de phénomènes différents, et donc une infinité de sons différents. Même chose pour les cordes. Vous avez des instruments comme le clavecin, où la corde est pincée. Vous avez des instruments comme le piano, où la corde est frappée. Vous avez des instruments comme le violon ou la vielle, où la corde est frottée. Et même pour la guitare, ceux qui jouent de la guitare savent très bien qu'on n'a pas du tout le même son si on attaque la corde avec le gras du doigt, avec l'ongle, avec un plectre, au milieu de la corde, au tiers de la corde, etc. Donc il y a une infinité de degrés de liberté pour l'instrumentiste, pour d'abord choisir son instrument et puis l'utiliser de manière à produire le son qui lui plaît et qu'il a envie de jouer.
Mais enfin, l'idée qui me venait, c'est de se dire qu'après tout, on est encore d'une certaine manière qu'au début du décryptage scientifique de cet aspect des choses, alors que bon, on a des siècles de musique derrière nous, et donc des siècles de savoir-faire. Ah oui, mais alors c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un cas où le savoir-faire est apparu avant la réelle compréhension physique des phénomènes. La physique, en l'occurrence, court derrière le phénomène et court derrière l'expertise. Quand Sachs, par exemple, dont on a fêté le bicentenaire récemment, a créé un instrument nouveau qui était le saxophone, qui est un instrument à perce conique relativement complexe, il a positionné les trous exactement où il fallait, en leur donnant le diamètre nécessaire, l'angle de dépouille nécessaire, et tout ça basé sur un total empirisme. Et aujourd'hui, on comprend qu'il avait raison, ça on le savait, on l'avait vu, mais on comprend pourquoi il faut les placer là. Donc on est vraiment dans un cas où la science court derrière Mais je voudrais ajouter quelque chose à Sachs, c'est qu'il s'est expatrié et il est devenu facteur d'instruments. C'était un facteur d'instruments, au fond. Il est devenu facteur d'instruments à Paris, où il a eu un certain succès, parce qu'il fabriquait des instruments qui étaient plus justes que les autres. Ce qui pose quand même problème sur la question de savoir ce qu'on entendait dans le passé. Alors, bon, la justesse, c'est quelque chose de très difficile, puisque déjà, c'est justesse par rapport à un certain type de gamme. Donc, tout est relatif en musique. Tout est relatif. On peut être juste par rapport à une gamme et être faux par rapport à une autre. Maintenant, je crois que les instruments, à l'époque, on était capable de faire des instruments qui se tenaient très juste. Le saxophone avait simplement un timbre qui était intéressant et un encombrement qui était intéressant. Parce que le point de départ de Sachs, c'était de faire des instruments militaires, mais d'encombrement réduit, qui ne demandaient pas d'avoir des évidemment, un trombone à coulisses, c'est un peu compliqué. Un peu plus compliqué. Alors, bon, c'est une parenthèse, mais vous parlez de son succès. C'est un succès de Sachs qui était très mitigé. C'est un succès essentiellement posthume. Par rapport au saxophone, mais par rapport à d'autres instruments plus classiques qu'il a fabriqués. Il a été plusieurs fois ruiné. On lui a volé ses inventions. On a détruit son atelier. On lui a créé beaucoup de problèmes. C'est un monsieur qui a eu une vie très malheureuse. Mais il a créé un des grands instruments, toute une famille d'instruments à lui tout seul, qui est quand même un instrument tout à fait majeur de la musique moderne. Mais bon, vous parliez des Guarnerius ou des Stradivarius tout à l'heure. Le mystère est encore un peu là, malgré tout. Le mystère reste entier. Entier, non. Chaque fois qu'on étudie, on apprend des choses nouvelles. Maintenant, on n'est pas pour autant capable de produire à volonté un Stradivarius. Sinon, il y a certainement un industriel qui se serait lancé dans le créneau. On pense par exemple que bien sûr, le choix des bois, l'orientation des fibres, la découpe parfaite, etc. sont importants, mais probablement qu'un des secrets est dans le vernis, qui joue un rôle très très important. Parce que bon, vous aviez évoqué donc ce phénomène fondamental qui est la résonance, qui est lié aussi à la rigidité, par exemple. La résonance, elle est liée à la rigidité et à la masse, mais évidemment, on n'a pas forcément envie d'avoir je reprends l'exemple de l'enfant, vous n'avez pas forcément envie qu'il fasse 3 fois le tour de la balançoire, ça peut être un peu dangereux, donc il faut aussi mettre du frottement, de l'amortissement, de la dissipation, et le vernis joue entre autres ce rôle-là. Donc le phénomène résonant pour les instruments à cordes, parce que ce n'est pas la corde qui fait du bruit, la corde ne fait pas de bruit, la corde on la met en vibration, et les vibrations de la corde font vibrer le corps de l'instrument, et c'est le corps de l'instrument qu'on entend. Et donc les résonances du corps de l'instrument, elles sont dictées par sa rigidité, sa masse, mais qui est distribuée. Donc il n'y a pas une rigidité, une masse. Il y a une distribution de rigidité, une distribution de masse et une distribution d'amortissement. Ce sont les 3 paramètres essentiels. On voit bien aussi que donc il y a à la fois celui qui fabrique l'instrument, il y a celui qui en joue, il y a le compositeur qui prescrit en quelque sorte ce qu'on est censé faire. Puis il y a aussi un autre aspect qui est les conditions dans lesquelles on écoute ça. Et ça, c'est un aspect auquel vous êtes sensible, je dirais professionnellement aussi. Qu'est-ce que c'est l'acoustique, au fond, une bonne acoustique? Alors ça, c'est évidemment très difficile. Parce que la réponse est qu'il n'y a pas une bonne acoustique. Par exemple, il n'y a pas une bonne salle de concert qui est objectivement bonne ou objectivement mauvaise. Elle est adaptée à un certain style de musique.
Si vous écoutez des chants grégoriens, l'idéal c'est d'être dans une cathédrale au mur complètement nu avec un temps de réverbération extrêmement grand parce que la musique a été conçue pour ça. Vous jouez le marteau 100 mètres dans la même acoustique, vous avez quelque chose d'épouvantable. Donc, même chose, une salle symphonique n'est pas forcément idéale pour la musique de chambre. Donc vous avez, chaque type de musique demande une salle un peu différente. Et là, le paramètre essentiel, mais c'est de nouveau une description au degré 0, c'est ce qu'on appelle le temps de réverbération. C'est le temps qui s'écoule quand vous émettez un son, c'est le temps qu'on doit attendre pour que le niveau sonore se soit réduit de 60 décibels, ce qui est énorme. Donc en gros, qu'après l'émission du son, on en doit revenir à un état de silence. Et le temps de réverbération d'une salle peut varier d'une fraction de seconde à 10, 13, 15 secondes pour des salles de très 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 grande taille avec des murs très réfléchissants, comme je disais pour le chant grégorien tout à l'heure. Et donc ça, c'est un paramètre essentiel de la salle. Et les bonnes salles aujourd'hui ont des dispositifs qui permettent jusqu'à un certain degré de moduler le temps de réverbération, par exemple en réduisant la salle, en utilisant des déflecteurs, des absorbants, des diffuseurs. Mais vous venez d'utiliser un mot sur lequel je voudrais qu'on s'arrête parce que, au fond, ça rejoint un peu, je veux dire, l'ensemble de la physique. On a appris maintenant que le vide, par exemple, n'est plus si vide que ça. Apparemment, le silence n'est pas si silencieux que ça non plus. Non, ça c'est effectivement, vous l'évoquez, le vide est conçu aujourd'hui par les physiciens comme un lieu où il se passe des phénomènes extrêmement violents. Où tout sort de là, d'une certaine manière. Voilà, d'apparition et de disparition constante de particules élémentaires. Alors, tout parallèle ou toute analogie vaut toujours ce qu'elle vaut, donc je n'en tirerai pas plus que ce qu'elle mérite. Mais c'est vrai que le silence sonore, plus exactement une note qui, à un moment donné, sort du silence et puis retourne dans le silence, peut être modélisée, peut être représentée comme l'accumulation d'un très très grand nombre de sons purs qui, eux, existent de toute éternité, dureront de toute éternité. Et donc, ces sons purs vont se combiner entre eux pour créer le silence qui existait avant la note, le silence qui existait après la note, et puis la note elle-même. Et donc, c'est ce qui explique aussi qu'un son très continu n'est pas très musical, et que pour être musical, le son, il doit changer constamment et être fait de petites impulsions relativement courtes. Et un point de vue que je défends dans le livre, qui est peut-être contesté, qui est certainement contestable, mais c'est de dire que justement, c'est ce silence qui précède la note et qui suit la note qui lui donne toute sa richesse sonore. Et par le mécanisme que vous avez indiqué, c'est-à-dire que pour engendrer le silence d'avant et le silence d'après, eh bien, il faut avoir mélangé des sons de toutes les fréquences possibles dans les justes proportions pour créer exactement ça, c'est ce qu'on appelle l'analyse de Fourier, qui nous vient du fameux mathématicien, physicien français Joseph Fourier, qui est un personnage fascinant d'ailleurs. Il a accompagné Napoléon en Égypte, il y est resté plusieurs années, et puis il a été nommé préfet, il a écrit un traité sur la chaleur qui est le premier à avoir par exemple mis en évidence l'effet de serre. Il a été secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Un personnage assez remarquable, et sa théorie de Fourier, qui est l'analyse du contenu fréquentiel de signaux, est utilisée au quotidien aujourd'hui dans tout ce qu'on utilise, y compris nos téléphones, les satellites. Oui, ou bien si on passe un scanner, si je ne me trompe pas, on interprète aussi le signal en fonction des fameuses séries de Fourier. Mais alors, comparaison n'est pas raison, vous venez de le dire, mais un autre aspect, un autre phénomène qui m'a aussi intéressé, c'est celui de la fenêtre. Où là, tout d'un coup, ce n'est plus Fourier qu'on retrouve, mais Heisenberg. Ah oui, enfin là, c'est l'idée c'est un paradoxe. Enfin, c'est pas un paradoxe, mais le spectre est quelque chose de statique. Or, la musique est quelque chose de dynamique. C'est-à-dire que si j'applique au sens propre la théorie de Fourier, je peux prendre aussi bien une note de musique et l'analyser par Fourier, j'aurai un spectre, mais je peux prendre la totalité de la 9e symphonie et
la convertir en un spectre. Un signal donne un spectre, qui soit long, qui soit court, qui soit riche, qui soit pauvre. Un signal donne un spectre. Alors, ça, c'est pas très agréable, parce que ce qu'on aimerait bien, c'est de savoir comment le contenu fréquentiel varie au fil du temps. Et donc, ce qu'on fait quand on veut créer un spectre dynamique, c'est qu'on découpe le morceau de musique en tout petits tronçons. Ça peut être très court, ça peut être une seconde, une demi-seconde, quelque chose de plus court. Et à chaque signal, du coup fenêtré, c'est-à-dire qu'on regarde au travers d'une petite fenêtre, à chaque signal est associé un spectre. Et donc on voit à ce moment-là le spectre qui évolue dans le temps. Là où vous faites référence à Heisenberg, c'est plus la fenêtre est petite, plus le spectre va être large et diffus. Donc, plus on sait exactement quand le son est produit et qu'on regarde vraiment le spectre associé à un instant déterminé, bizarrement, on perd l'information fréquence parce que toutes les fréquences sont présentes. Si on prend une fenêtre large, on va avoir un spectre relativement ciblé. Ça, c'est une propriété qui est bien connue mathématiquement. Et donc, quand on n'a pas une bonne localisation temporelle, on a une bonne caractérisation fréquentielle, et inversement. Et ça renvoie évidemment au principe d'incertitude qui dit que pour une particule, on ne peut pas avoir à la fois une bonne information sur sa position et sur sa quantité de mouvement, c'est-à-dire sa vitesse. Et on a un peu la même idée ici. Soit au niveau temporel, on suit très exactement ce qui se passe, mais alors on perd le contenu fréquentiel, ou en tout cas on a un contenu fréquentiel qui n'est pas très pertinent. Et si on a un très bon contenu fréquentiel, on ne sait pas exactement où il se produit. Et donc on a la même chose que dans le principe d'incertitude. L'incertitude sur le temps et sur la fréquence, quand on les multiplie, donne une constante. Donc quand on gagne sur l'un, on perd sur l'autre. C'est très simple. Et donc on ne peut pas avoir autant d'informations qu'on veut sur les deux en même temps, quoi. Mais d'une certaine manière, je dirais que parce que philosophiquement, ça renvoie quand même à l'idée qu'il y a quand même toujours quelque chose qui nous échappera d'une certaine manière. Oui, c'est vrai. Vous avez une représentation duale et vous ne pouvez pas avoir, je vais dire quelque chose de très trivial, vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Oui, donc, d'une certaine manière, donc, on ne comprendra pas toujours, on ne comprendra jamais tout, quoi. On ne comprendra jamais tout. Maintenant, je ne sais pas si le but de la science est de dévoiler la réalité ultime. Pour moi, elle est d'épurer le questionnement. Vous posez une question en disant « Oh, la musique, c'est quoi ? Je ne comprends rien ». La science vous permet de mieux comprendre, de reposer les questions, de cibler vos questions. Mais il reste toujours des questions, heureusement d'ailleurs. Quoique certains rêvent à l'équation ultime. Oui. Un dernier aspect, justement, qui concerne ça, c'est que si on ne sait pas tout dire, après tout, on n'est pas obligé de comprendre la musique, d'une certaine manière. Ah non, bien entendu. Heureusement. Bien entendu, je crois que faut quand même resituer le livre dans, entre guillemets, mon cheminement personnel. C'est un livre que j'ai écrit pour répondre à des questions que je me posais quand j'avais 16 ans et que j'avais des cours de solfège, où on me disait, voilà, il y a telle règle à apprendre, entre do et ré il y a un ton, mais entre mi et fa il n'y en a qu'un demi. Le ton se divise en demi-ton diatonique, un demi-ton chromatique, mais en gros c'est la même chose, mais c'est quand même différent, il ne faut pas se tromper. Do dièse, c'est pas la même chose que do dièse ré, mais sur un piano c'est la même chose, mais un violon peut faire la différence, mais quand ils jouent ensemble c'est la même chose. C'était très confus. Quand on me disait, la deuxième question à laquelle j'ai voulu répondre, c'est on nous apprend par cœur que les notes de la gamme c'est do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, mais que l'ordre des dièses c'est fa, do, sol, ré, la, mi, si, et l'ordre des bémols si, mi, la, ré, sol, do, fa. Et on nous fait chanter la suite des quintes dans l'ordre, et personne ne m'avait jamais expliqué d'où ça venait. Et ça a une origine mathématique. Mais on peut tout à fait faire de la musique, et surtout apprécier de la musique, en n'ayant aucune notion de ce qui se passe, de ce que je décris dans mon livre. Mais est-ce que ça enrichit au fond le plaisir de l'audition de la musique ? De l'audition, non, mais de la compréhension de la musique, oui, pour moi ça correspond à ce que j'appelle épurer le questionnement.
ce n'est plus quelque chose qui tombe du ciel, des recettes qu'on doit apprendre, c'est quelque chose qu'on peut comprendre jusqu'à un certain point, et donc on recule le moment où on rentre dans le domaine un peu du magique. Oui, parce que c'est ça au fond, ça reste magique. Ça reste magique. Vous savez, il y a Weber a lancé, le grand sociologue Weber a lancé au début du XXe siècle l'expression, il parlait de désenchantement du monde, pour parler du recul, du religieux, du magique dans nos cultures, sous l'effet, sous les coups de boutoir de la science. C'est un terme qui a été repris dans un livre de Marcel Gauchet, qui est un auteur dont j'apprécie énormément les analyses. Donc je suis évidemment d'accord sur l'observation qu'il y a un recul de la magie et recul du religieux dans le monde. Maintenant, est-ce que la science produit un désenchantement du monde ? Pour moi, non. Elle jette un coup de projecteur sur ce qu'on sait. Et puis le magique, il est au-delà de cette limite. On recule un peu le domaine où on rentre dans la magie, mais la magie, elle est toujours là. Oui, vous pouvez lire mon livre dans tous les sens, ça ne va jamais vous permettre de devenir Beethoven ou Mozart ou Chopin ou un de nos compositeurs contemporains. C'est une magie. Je fais souvent l'analogie aussi avec la peinture. Mon livre, il parle un peu des toiles, des pinceaux, des pigments. Ce n'est pas avec cette connaissance-là que vous allez produire un chef-d'œuvre. Donc, je montre le cadre, je permets de jeter un regard dans les coulisses, je montre un peu quelles sont les fondations de l'immeuble musique, mais l'art, il est au-delà de ça. Oui, mais on a évoqué Boulez, par exemple, tout à l'heure. Je dirais que beaucoup des musiciens contemporains ont réfléchi à cet aspect-là des choses. Pour moi, c'est un peu simpliste, mais bon, en deux phrases, il y a deux tendances dans la musique d'aujourd'hui, je ne vais pas dire contemporaine. Vous avez d'un côté la musique, alors c'est toujours difficile de trouver le bon qualificatif, mais on va dire la musique savante, la musique sérieuse, la musique classique, la musique composée puis jouée par un orchestre, où un des axes est la déconstruction de ces règles et l'exploration de règles, d'ensemble de règles différentes ou d'une plus grande liberté ou de plus grandes contraintes, parce qu'il y a des œuvres qui sont extrêmement contraintes, comme je le disais pour la musique dodécaphonique pure. Ça, c'est un axe. Et puis le deuxième axe, c'est la musique populaire, chansons françaises, rock, où un des axes principaux est la construction de sons nouveaux. Si vous écoutez du rock, moi j'aime beaucoup la guitare électrique par exemple, c'est d'une construction musicale extrêmement simple, des tempos extrêmement simples, c'est construit essentiellement sur des accords majeurs ou mineurs, éventuellement enrichis, mais rien de très sophistiqué, mais par contre sur des sons dont le contenu harmonique est extrêmement riche. Donc vous avez à la fois une recherche sur les sons, une recherche sur la forme, et puis parfois une union des deux avec des compositeurs qui savent mélanger des instruments qu'ils inventent parfois pour produire des œuvres innovantes. Nous avons ces deux axes. Déconstruire les règles du solfège et changer le type de son pour aller vers des sons plus riches, différents. Mais d'une certaine manière, moi je me suis souvent fait la réflexion, il faut quand même que ce soit un outil conceptuellement très fort pour mettre 100 personnes ensemble avec des instruments différents et que ça donne quelque chose d'agréable de préférence. C'est vrai. C'est quand même... ça laisse un peu rêveur. Il y a assez peu de choses au fond qui font l'équivalent. Tout à fait. Mais c'est là, si vous voulez, que j'ai un peu de doute sur l'origine culturelle de notre musique. C'est-à-dire que je crois qu'il y a dans notre système musical des choses qui sont incontournables. Par exemple, l'octave et la quinte. L'octave est quelque chose d'extrêmement naturel. Même quelqu'un qui chante complètement faux est en général capable de prendre une note et de la chanter à l'octave. Inconsciemment, on sait le faire. La quinte est aussi quelque chose de très naturel et le fait que la quinte soit agréable, par exemple do sol, soit agréable à entendre, les arguments qui l'expliquent d'un point de vue physique et mathématique sont extrêmement forts et je crois qu'il est très très difficile d'imaginer un système musical qui ne contiendrait pas au moins l'octave et la quinte.
Après, quand un instrument joue seul, il peut faire ce qu'il veut, mais dès qu'il joue à deux, ils sont obligés de se mettre d'accord. Et s'ils ne se mettent pas d'accord sur les intervalles et les degrés, ça devient très vite extrêmement dissonant. Si vous avez deux instruments qui jouent et qui vont faire varier leur son d'un tout petit intervalle, s'ils ne le font pas en même temps et de la même manière, vous allez avoir des phénomènes de battement. On peut aimer ou on ne peut pas aimer, mais moi, le côté sirène de deux instruments qui sont juste mal accordés ensemble, ça ne va pas. Donc il y a des choses qui s'imposent, des règles qu'on peut s'amuser à transcender, avec lesquelles on produira à transgresser, mais avec lesquelles on ne produira probablement jamais une musique appréciée ou appréciable. Puis il y a les tessitures, par exemple, masculines ou féminines. Oui, mais ça c'est typiquement des octaves. Oui, donc c'est des octaves au niveau des tessitures. Maintenant, dans la composition du chant polyphonique, les intervalles sont variables, mais ces intervalles doivent quand même tomber juste. Enfin, on va en terminer, mais je renvoie à votre livre, c'est passionnant. Évidemment, on peut difficilement, ici, sans tableau ou bien sans un instrument de musique pour indiquer les écarts, etc., y entrer autant qu'on l'aurait souhaité, mais n'empêche, vraiment, ça élargit, d'une certaine manière, l'horizon musical. Ben, je vous remercie. C'est un livre qui ne présente aucun, j'aime autant le dire, qui ne présente aucun matériau réellement original. Ce que je présente sont des choses qui sont bien connues depuis longtemps, mais son originalité peut-être d'avoir inversé la perspective. Il y a des traités de musicologie qui font un peu allusion aux mathématiques. Moi, j'ai voulu présenter les choses de manière mathématique, mais ça ne recouvre pas un programme de nouveau. L'idée, c'était de mettre en avant l'aspect mathématique des choses. Comme je vous l'ai dit, il n'est pas forcément premier, mais c'est intéressant de le révéler. Quant au son, l'idée serait de produire un petit CD qui accompagne le livre de son, mais il n'a pas été possible de le faire maintenant.